séparer l'état-major de la vie politique en Mauritanie, afin de ramener le calme entre l'armée et la vie politique en Mauritanie, pour que le pouvoir politique mauritanien soit un pouvoir républicain fondé sur le suffrage universel du Parlement et du peuple. En prenant exemple sur le premier, sur l'ancien régime en France, qui a fait le traité de Nantes, c'était en 1598, qui a permis aux protestants et catholiques de se réconcilier, et à partir de cela, ils ont séparé l'Église et l'État, qui a ramené le calme entre les protestants et les catholiques en France, ce qui a causé le calme en France. Est-ce que vous allez prendre l'exemple là-dessus sur les ethnies morts et autres? Et le dernier point, c'est en prenant comme modèle la France qui applique la démocratie et les autres pays occidentaux qui appliquent la démocratie. Et je vous en remercie. Merci beaucoup, Sylvie. Merci. Demba Ndiaye. Juste avant que vous nous posiez votre question, Demba, j'aimerais bien qu'on respecte en fait ensemble, voilà, maximum 2 questions et 2 minutes maximum, parce que je pense qu'on a, pour pouvoir gérer le temps et pouvoir mieux répondre à vos questions, il faudra qu'on respecte le délai aussi des interventions. Je vous remercie. Bonsoir à tous, bonsoir Biram. Je t'en remercie et je t'encourage pour le combat qui est en train de mener en Mauritanie avec tous ces obstacles. Et je t'en remercie encore concernant l'INA, parce que je fais partie du comité INADC. Depuis que tu es parti, on a du mal. J'ai une question. Est-ce qu'un jour, tu pensais revenir concernant l'INA pour qu'on puisse le faire ensemble? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est concernant votre... Concernant, excusez-moi du terme, concernant vos amis ici, ici à Paris, parce que moi je fais partie des comités des collectifs des Mauritaniens, associations, mouvements, partis politiques, tous les Mauritaniens ici en France. Depuis 2012, on a du mal à contacter vos camarades. C'est le seul qu'on contacte, c'est M. Zara, c'est moi-même qui l'appelais à chaque fois. Il n'est jamais venu nous voir, nous parler, parce que je lui dis, en tant que Mauritaniens noirs, nous sommes tous des opprimés. Il faut que tu viennes, tu nous parles, si tu as en tête. On ne peut pas faire ensemble la lutte, vu qu'on ne peut pas, associer. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc j'aimerais vraiment que tu fasses quand même ce point très important pour nous. Parce que moi, je suis prêt vraiment à prendre une carte Irak. Je fais partie de vous. Merci, Demba, on a bien compris. Mais attends. Parce que excusez-moi, on peut le temps. J'aimerais quand même, Lucien Dura, que tu fasses beaucoup attention avec les deux questions. On se connaissait parce qu'en 2013, on s'est rencontrés, on a déjeuné ensemble le jour qu'on faisait une réunion du comité final. Après, on s'est pas revu. Merci beaucoup. Merci. Troisième intervenant, Cheikh Wan. Est-ce que les personnes peuvent se présenter? Oui, il faut que les personnes... Il faudra que vous vous présentiez avant de poser votre question. Merci. Cher Juan, je pense que je m'arrête là. J'appartiens à aucun chapitre politique, mais je suis sympathisant à tous les partis et mouvements politiques et issus de la société civile en Mauritanie. De prime abord, Monsieur le Président, je suis frappé par la vitesse de votre carrière de militant. Vous êtes plus jeune que Boubacar Ould Massoud, qui était en fait initiateur et membre, qui était à l'avant-garde du combat contre l'esclavage en Mauritanie à travers leur mouvement SOS Esclavage. Et en fait, mis à part en fait de toute l'énergie intellectuelle et physique que ces derniers ont manœuvré, en fait, ils n'ont pas
pas pu escompter des points jusqu'à arriver à votre stade. Donc je voulais savoir qu'est-ce que exactement en fait qui fait votre différence entre les anciens militants d'esclavage et vous. Et est-ce que vous continuez jusqu'à présent en fait à entretenir des relations cordiales avec ces dernières? La deuxième question, c'est portant sur vos tournées. Vous avez sillonné tout le monde, vous avez sillonné le monde presque. Vous avez été la dernière fois en Afrique, les pays de la sous-région, après aux États-Unis. Actuellement, vous êtes ici en France. Vos tournées laissent penser à certains de vos détracteurs que vous êtes en train de préparer le terrain pour 2019. Est-ce que c'est un aveu que vous accepteriez? Et je vous remercie. Merci beaucoup, cher Wally. Merci. Donc, je donne la parole au président pour répondre aux 3 premières questions. Merci. Oui, avant de commencer, je voudrais dire aussi à mes chers collègues de nous faire passer un petit papier. Je veux qu'on leur donne des bics. S'ils ont choisi une question à laquelle ils veulent répondre. Et aussi moi-même, je pourrais aussi me rabattre sur, m'appuyer sur certaines réponses, peut-être. Concernant les questions de M. Sidi Salmami, merci infiniment, monsieur. Ce sont des réponses presque toutes en grande partie liées qui sont posées au candidat Biran. Il n'est pas présent aujourd'hui. Ici, c'est le militant de droits de l'homme Biran qui est là aujourd'hui. Mais je dirais que Ira-Mauritanie n'est pas un modèle occidental. Vous pouvez mettre sur vibreur, s'il vous plaît. Silencieux, vos téléphones, s'il vous plaît. Ira-Mauritanie est un modèle universel. C'est la jonction entre la Mauritanie et la communauté internationale. La communauté internationale dans son sens légal du terme. IRA, c'est les liens vivants, le cordon ombilical entre la Mauritanie et la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies. Elle est aussi l'organisation qui a pu faire et créer par son sacrifice la réactivité des autorités mauritaniennes face aux normes internationales des droits de l'homme et les autres normes qui représentent la légalité internationale. C'est pourquoi IRA ne dérogera pas du droit international. Il y a des pays occidentaux qui dérogent au droit international. Et c'est dans ce cas, ces pays vont nous trouver dans leur chemin, mais pas avec eux. Ils sont contre certaines interventions militaires à tort et à travers qui sont dictées par des agendas de certains idéologues va-t-en-guerre dans certaines administrations occidentales. Mais nous considérons que l'Occident est bel et bien en avance sur les autres régions du monde, sur le plan du respect de la dignité humaine, du respect dans le domaine, dans tous les compartiments liés aux libertés et aux droits dans le monde.
Et il est vrai que moi-même, et certainement beaucoup de gens de Hira déplorent l'aversion de certains groupes ou communautés d'esprit, communautés idéologiques en Afrique et dans le monde arabo-musulman, qui tournent le dos au modèle démocratique et au droit international en le taxant d'être un droit, une colonisation culturelle ou juridique occidentale. Nous déplorons cela parce que ce n'est pas exact et parce que ça fait le lit des dictateurs, le lit des injustices, le lit des dérapages. C'est pourquoi je suis très écœuré quand je vois beaucoup d'intellectuels africains soutenir Ali Bongo dans son coup d'État constitutionnel. Soutenir Yahya Jammeh dans son déni de la démocratie pour dire que oui, il a bien fait, il s'est opposé à l'Occident. Et les victimes, et les musulmans, et toutes les personnes, toutes les communautés qui subissent, qui ont subi les dérapages de beaucoup de dictateurs. Kadhafi a beaucoup de soutien en Afrique, alors qu'il était un dictateur. Et nous nous opposons fermement, nous, à la manière dont il a été renversé et surtout à la manière dont il a été tué, par laquelle il a été tué. Et nous jugeons que les gouvernements occidentaux en sont responsables. Mais nous sommes dans un dilemme. L'Afrique doit se saisir, le monde arabo-musulman. C'est dramatique que la majorité des intellectuels arabo-musulmans expliquent la démocratie, les droits de l'homme comme étant un cheval de Troie armé par l'Occident et les Juifs et qui est venu éventrer les sociétés et les États arabo-musulmans. Ce n'est pas vrai. Bon, je pense que je sois chef d'État ou non, que l'esclavage doit être traité par la loi qui est prévue pour le traiter. Je n'ai rien à y ajouter. Ça doit être la position de toute personne. Les secteurs industriels sont des secteurs gangrenés par les zones de non-droit. L'esclavage moderne dans les mines, dans les industries. L'armée n'a pas sa place dans la politique. Que je sois ou non chef d'État, c'est la position de Hira dans notre organisation. Pour Demba Ndiaye revenir à Inan, c'est une bonne question. Parce que Hira et moi-même, nous n'avons pas l'habitude de commencer un travail et l'abandonner. Et on n'a pas abandonné Inan, mais on a semblé l'abandonner. Pourquoi? C'est une question que tu as bien fait de poser. La première fois, on a appelé à aller à Inan. Hira a bravé beaucoup de difficultés, à crever l'abcès, à saccager le tabou pour déblayer le terrain de Inan, le terrain du chemin de Inan, à notre risque et péril. Et Inan n'est pas étranger à mon incarcération après l'incinération des livres esclavagistes. Loin s'en faut. Parce que les questions qui m'ont été posées durant ma détention secrète de mois,
ces questions ont gravité plus autour des Inal qu'autour des livres apocryphes. Mais hélas, à la fin du premier Inal, que Ira a présidé, et autour duquel Ira a fédéré toutes les associations qui étaient frères ennemis auparavant. Vous savez la configuration des organisations qui ont visité Inal. Elles ne sont pas des amis ici lorsqu'elles partaient avec moi à Inal. Mais, à la fin, beaucoup de gens ont eu des remontées. Beaucoup d'organisations et de personnes ont eu des remontées. On pensait que Hardne Bereder qu'il est venu leur rafler un peu leurs droits, leur place, que c'est eux les héritiers, que c'est eux qui devaient. Et on a reçu beaucoup de foudre, beaucoup d'attaques gratuites. Et ça ne me sied pas, moi, avec la vision que j'ai, que je me bats avec des collègues, des compatriotes sur des questions d'héritage. Pour moi, nous avons tous un héritage qu'il nous faut assumer. Et quel est cet héritage? C'est avant tout, nous avons un devoir vis-à-vis des morts. Il y a des gens qui sont morts d'une certaine mort, morts dans la douleur, morts dans l'humiliation, morts dans l'écrasement, morts dans la faim, morts dans la peur, morts dans l'isolement. C'était partout en Mauritanie pendant la tentative de génocide que j'appelle ainsi et que je n'appelle pas passif humanitaire. C'est un terme, passif humanitaire, c'est un terme duliant qui dulie la réalité, qui empêche à ceux qui nous entendent de cerner la vérité. Je suis aussi combattu à cause de ce terme, vilipendé, mais c'est un diagnostic vrai de la situation. Ces morts qui sont morts de ce genre de mort, qui sont morts à travers cette barbarie, je pense que le point d'orgue de cette barbarie a été atteint à Inal le 28 novembre 1990. Donc, moi, j'ai pointé le doigt avec mes amis sur cette date. Et sur ces martyrs et sur cette forme de martyrisation, on a un devoir vis-à-vis des morts. Moi, je considère que je ne peux rien faire de probant à Inal, pour la cause d'Inal, sans les rescapés. J'ai avec moi les orphelins, j'ai avec moi les veuves, qui n'ont jamais rompu avec nous le lien ou la solidarité. Mais les rescapés, la nébuleuse d'organisation de rescapés n'était pas d'accord. Elle a mis en avant la question du leadership. Et ils ont opté pour une action sectaire, en toile de fond d'invectives et d'insultes qui fusent de partout dans des réunions et même dans des journaux. Mon devoir est de ne pas répondre. Mais mon devoir aussi est de ne pas aller dans la compétition dans ce climat délétère. Mais je sais
que INAL ne peut avoir lieu de manière utile pour les victimes, la mémoire des victimes, pour les Mauritaniens, pour la résolution de cette question grandissime, ça ne peut pas avoir lieu que par le rassemblement et la fédération de toutes les forces nationales, ce qu'on a fait à INAL 2011 et ce que les autres n'ont pas voulu accepter. Bon, j'ai opté pour garder pour moi l'insulte du Hardne Beredal, j'ai laissé, mais j'attends des jours meilleurs. Aide-moi, M. Demba, aidez-moi, vous autres. Si vous m'aidez à INAL, l'année prochaine, ça ne va pas être seulement, si vous m'aidez, si vous le voulez, ça ne va pas être seulement les organisations de rescapés de France qui vont le fêter ici. Il ne sert à rien de continuer à le fêter ici. Ça va être tous les partis politiques d'ONG, tous les partis politiques mauritaniens, les ONG mauritaniennes, à l'intérieur du pays, à l'extérieur, et aussi le réseau Irak, il y a Italie dont le président est là, Yacoub Diarra, il y a IRA-France dont le président est Jean-Marc, ici, il y a IRA-Allemagne, il y a IRA-Suisse, il y a IRA-Belgique, il y a IRA partout, tous les réseaux IRA-USA. Pays-Bas. Et il y aura aussi des grandes organisations internationales crédibles comme Amnesty International, la FIDH et beaucoup d'autres que je ne peux pas énumérer ici. Il y aura même des députés de parlement, des organisations africaines que je pourrais amener. Mais il faut qu'on soit dans un climat de sérénité, de fraternité, un climat où il y a une volonté commune, sans arrière-pensée, sans sectarisme, sans rancœur, sans privilégier aussi la question du leadership. Bon, je suis ouvert à toute communication pour qu'on puisse commencer dès à présent la préparation de Nina le véritable, qui engage tout le monde, toute la communauté internationale, toute la communauté africaine, toutes les communautés mondiales. Bon, qui a résolu le problème de contact avec Irak, parce que Jean-Marc est là, Demba, tu vas le voir. Bon, il y a un terme que tu as dit, tous les Mauritaniens noirs opprimés doivent s'unir. Tous les opprimés noirs de Mauritanie doivent s'unir. Je ne suis pas contre, mais pourquoi pas s'unir aussi avec les opprimés blancs? Pourquoi pas s'unir avec des personnes qui ne sont pas opprimées, mais qui sont avec les opprimés? Parce que le pouvoir aime bien ce genre de mots qui ne sont pas bien profonds et approfondis, qui sont tirés par les cheveux. Nous les Noirs, le gouvernement va souligner cette phrase, voilà, vous les Blancs, venez soutenir Aziz. Parce qu'il y a un péril noir. Il y a Demba qui dit à Biran, venez nous les Noirs, on va s'unir. Pourquoi leur faire autant de cadeaux? Ça c'est bien les mettre en scène. Ils prospèrent sur ce genre de propos, sur ce genre de discours. Il y a une frange de l'élite arabo-berbère qui rejette par principe et par religion l'oppression orchestrée en leur nom par un segment d'officiers adeptes de nationalisme arabe local, brumeux, égaré, un pseudo-nationalisme d'ailleurs qui n'est pas le nationalisme arabe originaire, révolutionnaire, tiers-mondiste, et ami même des révolutions africaines, car Mandela a fait
son entraînement militaire en Algérie, avec Bembella et les autres. Jamal Abdel Nasser a accueilli Pierre Millet et les autres rescapés de l'équipe de Patrice Lumumba. Ahmed Bembarka est un Africain, dans le sens plein du terme. Bon, il y a des officiers mauritaniens avec de nationalisme arabe local, brumeux, pseudo-nationalisme, qui ont pris le pouvoir en 1978. Et ils ont mis un terme au projet de société que les pères fondateurs de l'indépendance ont enclenché, malgré malgré cet art. Ce projet est un projet quand même qui a conçu et qui a pu faire avancer l'édification d'un État. Et ils ont mis un terme à ce projet, et parce qu'ils n'ont aucune légitimité populaire ou de militantisme indépendantiste, pour se forger une légitimité, ils ont crié à quoi? À ce nationalisme. Ils ont dit que le péril de la nation arabe mauritanienne, ce sont les Noirs. Ce sont les Noirs mauritaniens. Et c'est avec ça qu'ils ont essayé de tirer la couverture de leur côté et d'insuffler à la communauté arabo-berbère un faux péril noir, un péril peul, ce qui a présidé à la tentative de génocide qui a émaillé plusieurs années de la vie des Mauritaniens entre 1986 et 1992, avec tout le lot de crimes et le lot d'atrocités, le lot de divisions et de fossés creusés entre les Mauritaniens. Maintenant, cette carte commence à être de plus en plus usée, et c'est pourquoi Ould Abdelaziz et ceux qui l'accompagnent, ils crient maintenant au péril Hratim. Maintenant, c'est les Hratim les périls. Et ils sont en train de faire passer une propagande qui met les Hratim dans la ligne de mire de la communauté arabo-berbère. Beaucoup de cadres, de partis politiques même, et de ONG dirigés par les arabo-berbères refusent cette supercherie. Je vous rassure que cette supercherie est refusée par une forte minorité des cadres de l'élite arabo-berbère. Qu'est-ce qui fait la différence, a dit Cheikh Juan, entre moi et Boubacar? Je suis Biram, il est Boubacar. Bon, avec ma période ici, il y avait des méthodes différentes, c'est vrai. Parce que je suis sorti de SOS Esclaves pour, avec mes amis, créer Irak. À SOS Esclaves, ce sont des personnes respectables, assez dignes, assez modestes, qui pensent que le changement, même s'il se fait à petits pas, c'est quand même, pour eux, c'est toujours un changement important, quelque chose d'important. Pour moi, je suis plus impatient. Et l'ambition pour le changement chez moi est beaucoup plus forte. Et pour eux, il faut attendre qu'un esclave vienne se plaindre pour l'épauler. Pour moi, je dis non. Il faut aller à la rencontre de l'esclave. Il faut aller le chercher, le dénicher. Il faut tout faire, sauf faire le travail de la police à la place de la police. Et pour moi, il faut créer un mouvement de droit civique. Donc, il faut que la lutte contre l'esclavage et pour les droits de l'homme soit à la charge de masse populaire, mais pas d'une petite élite au sein de l'Irak, qui sont des personnes sobres, des personnes intègres, mais qui réagissent seulement par voie de presse. Ils dénoncent l'esclavage par voie de presse. Mais nous, on veut dénoncer par manifestation populaire monstre, par des sittings,
par des désobéissants civils. Là aussi, c'est une différence. L'autre différence, c'est que Boubacar ne veut pas se mettre sur le dos l'église esclavagiste musulmane mauritanienne. Et moi, je pense que la racine du mal, c'est l'église qui légitime, sacralise l'esclavage et qui dompte les esprits et qui les fait résigner à l'esclavage, autant les maîtres que les esclaves, qui sont doublement victimes du travail de manipulation des textes religieux de cette élite religieuse qui est l'actionnaire principal dans l'institution esclavagiste, dans l'esclavage, dans l'économie esclavagiste et dans le travail esclavagiste. Bon, Boubacar n'est pas d'accord. Il dit que c'est dangereux. Pour moi, il faut braver ce danger. Et aussi, Boubacar, c'est quelqu'un qui n'a pas seulement fondé SOS Esclaves en 1995. Il est aussi parmi les dirigeants du mouvement Al-Hur, qui est né en 1978. Mais il est aussi parmi les dirigeants du parti des Kadihines, du premier parti qui a parlé et lutté contre l'esclavage en Mauritanie pendant les années 60 et 70. Bon, il a des alliés, il a des relations. Et ces relations ne lui permettent pas aussi de faire un lobbying international intense contre la Mauritanie, contre l'État mauritanien. Il y a plusieurs paramètres qu'il voudrait respecter, qu'il respecte d'ailleurs, mais aussi l'essor des moyens de communication m'a aidé moi à aider l'Irak, avec aussi les tempéraments qui ne sont pas les mêmes. Est-ce que où est la balade? Ah, bon, on le prend. Ça va. Oui, merci Monsieur le Président. Je voulais juste, je ne vais pas être très long, juste ajouter un commentaire à la question sur le programme. Alors, celui qui a posé la question a parlé donc du programme des 100 jours. Le président a répondu que ce n'est pas le moment, que la campagne n'est pas encore ouverte. Mais vous avez quand même compris que l'IRA a une ambition au-delà de juste donc un témoignage. Mais derrière cette question, moi j'ai compris que ça serait bien de parler quand même un peu de ce que veut l'IRA, au-delà donc de son président ou bien de son candidat possible. Alors, donc l'IRA, c'est un mouvement des droits de l'homme qui investit quand même les champs politiques pour hâter et traduire en réalité l'abolition de l'esclavage, parce que tout le monde sait que l'esclavage a été aboli un certain nombre de fois en Mauritanie, mais bon, tout cela revient toujours à la case départ. Alors, il y a plusieurs points. Le président l'a dit, il faut appliquer la loi. Il y a une loi qui a été votée sous le régime de Cheikh Abdallahi il y a quelques années, en 2007. Il faut que cette loi soit appliquée à tous, totalement et partout. Ça, c'est le credo d'IRA et ça doit être facile à faire quand IRA accédera à des responsabilités, soit toute seule, soit avec d'autres. Le deuxième point, c'est au niveau économique. On parle beaucoup de la ségrégation positive. IRA voudrait faire reconnaître le retard socio-économique, social, économique et culturel d'une frange de la population mauritanienne, qui est liée donc au fait que bon, l'esclavage, c'est vrai qu'il y a très très longtemps. On ne peut pas responsabiliser tous les Mauritaniens de cet tard-là, sauf s'ils continuent à persister dans les dénis. Ce que fait le gouvernement en disant non, il n'y a pas d'esclavage, tout cela c'est des fabulations. Donc il faut absolument prendre des mesures concrètes. Il faut absolument prendre donc des mesures concrètes pour qu'il y ait un rattrapage social, économique et culturel pour la frange des Harati.
qui sont donc soit les esclaves, soit les descendants d'esclaves. Alors, IRA a travaillé déjà cette question, et comme dans beaucoup de cas, le gouvernement actuel essaye toujours de prendre un petit bout de ce que IRA ou bien de ce que les autres mouvements abolitionnistes proposent et le traduit par une mesure pour pouvoir couper l'herbe sous les pieds de ces organisations. C'est le cas de la création de l'agence qu'on appelle Tadamun, qui est un peu un fourre-tout, qui est contre l'esclavage, mais contre la pauvreté, pour les chômeurs, les diplômés chômeurs, et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose qui a été fait juste pour pouvoir amuser la galerie. Nous voudrons qu'il y ait une vraie agence de lutte ou d'éradication de l'esclavage, avec ces libellés-là. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Donc évidemment ça passe par une reconnaissance nationale, explicite et à la face de tout le monde, que l'esclavage existe en Mauritanie, qu'il y a beaucoup de gens qui s'en démarquent et qu'on lance un appel au monde entier pour nous aider à son éradication. Moi, je citerai l'exemple de l'agence qui a été créée sous Sidi Cheikh Abdallahi pour pouvoir, disons, résoudre ou du moins contribuer à la résolution du problème des réfugiés. Voilà quelque chose, voilà un problème, en tout cas un volet du problème qui a été transformé en un volet technique. Une fois que le consensus a été fait, maintenant regardons pratiquement comment on peut attribuer des bourses, comment on peut créer des écoles dans certaines zones qui sont bien ciblées, comment on peut créer des cantines, comment on peut aider les familles à envoyer les enfants à l'école plutôt que de les voir obligés de les faire travailler, et ainsi de suite. Donc résoudre tous les problèmes que pose le retard de cette communauté-là. Alors, il y a aussi un certain nombre de mesures juridiques complémentaires à la loi actuelle. Il y a en Mauritanie une brigade qui s'appelle une brigade des mineurs, hein, qui traque un peu, disons, l'exploitation des mineurs, et ainsi de suite. Pourquoi, dans une phase transitoire, ne pas créer une brigade de lutte contre l'esclavage, qui va faire finalement le travail d'IRA? Ça, IRA, c'est une ONG, elle peut aider, mais pourquoi ne pas avoir un commissariat de lutte contre l'esclavage, qui va avoir ses moyens, qui va avoir ses voitures estampillées contre l'esclavage, commissariat et qui va faire peur aux gens. Alors, qu'est-ce que le gouvernement a fait? Il a pris le problème à l'envers, il a créé une cour, il a créé un tribunal qui n'a pas de bras armés, qui fait que finalement, bon, il y a des locaux, il y a des fonctionnaires qui sont payés, et il y a peut-être aussi des aides internationales qui vont aller dans les poches d'un certain nombre de fonctionnaires. Alors, toujours au niveau économique, l'une des dernières manifestations d'IRA, qui a valu à son président, à son vice-président et aussi à d'autres d'être envoyés en prison à Alleg, c'est la marche, la caravane contre l'esclavage foncier. IRA a beaucoup travaillé pour dénoncer les cas d'esclavage des petites filles, des petits garçons, et ainsi de suite. Ça, c'est quelque chose, nous considérons qu'un travail très important a été fait. Maintenant, il faut passer à la phase, à une vitesse supérieure, qui est la propriété foncière. Et ça, c'est un totem. C'est quelque chose qui est absolument inadmissible pour un grand nombre de propriétaires fonciers, d'esclavagistes fonciers, qui ont de tout temps prospéré sur le dos des paysans, qui se trouvent être la plupart du temps donc des esclaves et aussi donc des haradines. Donc il faut absolument qu'il y ait une réforme foncière digne de ce nom, dont l'objectif c'est d'attribuer une terre viabilisée à des gens qui ont toujours finalement travaillé avec leurs moyens. Ça, c'est quelque chose que IRA a commencé à faire et qui lui a valu les foudres de la classe dirigeante. Alors, quand toutes ces mesures seront réalisées, donc quand il y aura cette discrimination positive qui va rattraper le retard, quand il y aura la terre remise à ceux qui la travaillent, et bien là, l'économie, parce que finalement, là, on parle pratiquement de 70% de la force
travailleuse. Hein, je ne dis pas de la population. Quand on regarde les forces actives en Mauritanie, toutes ces catégories-là que je viens de citer, donc les paysans, les cultivateurs esclaves, les descendants d'esclaves, tout ce monde-là doit représenter pas loin de 70% de la force active. Donc si on arrive à libérer tout ce monde-là, eh ben, c'est la Mauritanie qui va faire un bond. Donc c'est le niveau moyen qui va être élevé. Et donc ça rejoint un peu la question sur le tertiaire, sur le programme économique, sur ce que IRA veut faire. IRA travaille dans les champs des droits de l'homme, mais elle a des arrière-idées économiques, politiques et culturelles. Et tout cela s'étire. Alors, aussi, le président donc, a beaucoup parlé d'Inel, à juste titre, donc de la question du racisme en Mauritanie et de ces manifestations les plus douloureuses qui sont, dont on a parlé, donc Inel et tout ça. Ça aussi, IRA le prend en charge. Il faut absolument que cette question soit résolue dans l'intérêt de la Mauritanie et des Mauritaniens, évidemment. Parce que personne parmi nous n'a un pays de rechange. Notre pays à tous, c'est la Mauritanie, et il faut absolument qu'on le préserve. Ceci dit, ça ne peut se faire que par une reconnaissance dans leur statut de victime des victimes et de leurs ayants droit. Alors, il y a eu donc des exemples qui ont été expérimentés dans le monde. Il y a les commissions vérité et réconciliation, il y a ce qui a été fait au Maroc. Il y a un certain nombre d'exemples dont on peut s'inspirer et qui doivent, en tout cas, IRA s'inscrit dans la ligne d'une résolution digne et durable de cette question-là. Je vous remercie. Oui, il faut inscrire. La liste est avec notre... Il faut l'inscrire. Bon, rapidement. Donc, une minute par personne. voilà. Une question. Donc, voilà, on continue aux séries de questions. Une question, s'il vous plaît. Alors, Ngam Oumar. Ngam Oumar, Sidney, tu passes le micro, s'il te plaît. Donc, vous avez une minute, hein, monsieur Ngam. Merci. Bonsoir, je vais me présenter, je m'appelle Mamouma. S'il vous plaît, ceux qui sont derrière là, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, Parlez un peu plus fort. bonsoir, je me présente, je m'appelle Mamouma, je suis diplômé en qualité de l'eau. Je fais partie de l'association Ce moment-là, je ne vois pas. Ma question, c'est par rapport à... S'il vous plaît, pour ceux qui sont derrière là. Mais je ne parle pas planter en train de filmer. Voilà, voilà. S'il vous plaît, parce qu'on n'entend pas, ça fait un bruit, ça fait... C'est ici de ce côté. Voilà. Hein, pour ceux qui veulent vraiment se distraire, ils peuvent se mettre dehors et puis voilà, parler, prévenir plus tôt. Ici, il y a un problème. Ouais, mais tu veux que je fasse quoi? Mais je filme le monsieur qui parle. Ça va aller, ça va aller. Il faut être de l'autre côté. Vas-y. Merci. Ma question, c'est par rapport au Parti radical en action globale. Si le parti est toujours de l'actualité ou pas. Parce que depuis que le parti n'est pas reconnu par l'État, on n'entend pas trop parler du parti. Très bien. De l'actualité ou pas. Et beaucoup de Mauritaniens veulent s'investir dans le parti, mais ne savent pas s'il existe ou pas. Très Je bien. veux avoir une réponse sur ça. Merci. Alors, Sidi Mohamed Hamadi. Passez le micro, s'il vous plaît. Merci. Salam alaikum. Vas-y, parle. Merci. Vas-y. نسلم عليه السيد الرئيس الكريم، نسلم على وفد الإراء كاملين بدون استثناء، وطرح عليك سؤال واحد قضية سجناء الرأي وناظرين ثم مازال في السجن، وهما اللي طرح عليكم قضية الشيخ باز
هي شويه نلاحظوا من نوع من التقصير بحقه ودون نختاروا جاوبا على السؤال. شكرا. Merci beaucoup, Sid Mohamed. Merci. Oui. Oui. Bon, non, la question qu'il a posée, c'est par rapport aux prisonniers détenus d'opinion. Il y a 3 membres d'IRA, un membre du mouvement de 25 février. Merci. Amara Diallo. Amara, vous avez 1 minute aussi pour une question. Merci. Bonjour à tout le monde. Je voudrais remercier Monsieur le Président, Jean Kabé. J'ai une petite question que je vais vous poser. Présentez-vous un peu. Moi, je m'appelle Amara Diallo. Je viens de la Mauritanie. Je suis ici dans une commune qui s'appelle Golinapé, commune d'Idafort. Je veux remercier tous les membres de l'Iran. On est en train de combattre. On est toujours avec vous. En fait, c'est un combat qui est très long. C'est très dur aussi encore. On vous remercie, on vous encourage aussi. En fait, j'ai une petite question. Comme par exemple le Soniqué, on sait tout ce qui passe en Mauritanie, on sait très bien. La question que je vais vous dire maintenant, par exemple, nous, en Soniqué, nous avons de l'esclavagisme. Entre nous, c'est très dangereux. Est-ce que vous savez ça ou vous ne savez pas? Très bien. Merci. Merci. Merci à moi. Amara Diallo, donc c'est bon. Traoré Demba. Demba Traoré. Bonjour à tous. Je suis de l'association RMPES, c'est une association qui se bat contre les séquelles de l'esclavage et contre, on va dire, la féodalité. Elle se situe plus au niveau de Guilmara. On a mis en place sur le chat un groupe de discussion qui s'appelle Gambanaru, où on discute ensemble de savoir le plan d'action à mettre en place pour mettre fin à cette féodalité, plus précisément au niveau de Guilmara, vu qu'on est des Soniqués. On tente d'aller là-bas, on a un plan d'action en tout court, on veut sensibiliser les gens sur le mal de la féodalité et les préparer au niveau de l'élection de 2019 pour qu'ils sachent que l'élection c'est important pour eux, pour qu'ils votent. Parce qu'en Guilmara, on sait très bien qu'un sac de riz et voilà, t'achètes le vote. C'est bien. Mais moi, la question que j'aimerais poser, c'est que vous avez fait un tour du monde, on va dire, au niveau des gouvernements, des chefs de partis. Et je voudrais savoir le soutien, vous avez un soutien, si ça c'est clair, un soutien à l'extérieur, de gouvernement. Qu'est-ce que ces gouvernements peuvent faire contre la Mauritanie? Pourquoi pas un embargo? Est-ce qu'ils seraient capables, est-ce qu'ils seraient prêts de faire ça? Sachant qu'ils savent ce qui se passe là-bas. On sait aussi qu'il y a des liens économiques entre eux. Ce serait bien que ces gouvernements qui vous soutiennent, qui savent ce qui se passe en Mauritanie, fassent quelque chose. Ce serait pas mal. Et tout à l'heure, vous avez parlé de coup d'éclat. Est-ce que ce présentant de 2019 ne serait pas un coup d'éclat? Voilà. Merci. Bal tout court. Hein? C'est cool. C'est mon voisin qui. Bon, d'abord, je remercie en tout cas Ira et son combat. Ils ont effectivement apporté à la lutte mauritanienne une innovation remarquable. Et pour ça, en tout cas, je vous remercie très chaleureusement. Là, dans l'exposé de M. le Président d'Iran, il a effectivement dit que l'Iran est en creusé tous les Mauritaniens. Ok. Donc, je disais que on a dit effectivement que l'Iran est en creusé de tous les Mauritaniens. Et effectivement, on remarque que même avec les arrestations, il y a toutes les couches mauritaniennes se retrouvent effectivement dans l'Iran. Et l'autre, on a parlé aussi de l'union d'esprit et de cœur. En tout cas, c'est un programme énorme. C'est plus connaissant, en tout cas, les Mauritaniens, avec nos divisions multiples,
Et d'ailleurs, bon, là, on en a parlé un peu tout à l'heure, avec allusion même juste au niveau d'Inal, quand il y a eu une sorte d'union, en tout cas sacrée, il y a eu toujours des gens qui essaient de, par derrière, en tout cas, de tirer vers le bas pour en tout cas, souligner des choses qui découragent, en tout cas, les gens qui sont devant. Donc, je n'ai pas de questions à poser. Ce que je veux dire tout simplement, c'est votre combat est difficile. Notre combat est difficile. Donc, il faut être très dur dans rester, garder ses principes et ne pas accepter d'être distrait par des petits personnes qui viennent vous décourager. Il y a des gens, c'est juste pour décourager. Merci beaucoup. Merci, M. Paul. Merci. Je vous remercie. Bon, concernant la question de Omar Nga sur le parti RAG, le parti RAG existe toujours et le combat qu'il ramène au quotidien doit être porté par une ONG reconnue sur le plan international et déjà bien ancrée sur le plan national. C'est pourquoi la légitimité des actions menées par IRA en tant qu'ONG déjà reconnue et consacrée partout dans le monde aide bien au soutien interne et externe que IRA bénéficie dans ses actions. C'est pourquoi les actions ne sont pas faites au nom d'Irak. Mais on attend les occasions électorales, politiques, et comme ça, ceux qui s'occupent du parti RAG parmi les gens de IRA vont s'investir dans ce cadre, politiquement parlant. Concernant la question de Sidi Mohamed Hamadi sur les détenus, nous pensons que tous les détenus politiques doivent être soutenus par le même élan. Et nous, à IRA, on pense qu'un détenu politique, qu'un détenu d'opinion, qu'il soit de IRA ou de notre parti ou d'une autre organisation, notre devoir est de le défendre et de porter sa cause partout là où nous pouvons aller. C'est pourquoi il y a une action que nous commençons maintenant. Nous avons toujours lié, et moi personnellement j'ai toujours lié, et IRA a toujours lié, entre les détenus du 25 février, les détenus de Manichar et Gazoal et les détenus de IRA. Dieu a fait qu'après la première campagne qu'on a menée, la majeure partie de ces détenus ont été libérés, élargis. Il reste 3 membres de IRA et 1 membre du 25 février. Mais après un petit répit, un petit repos, dû au fait et à beaucoup d'autres paramètres, on va maintenant reprendre l'action. Et l'action va concerner tout le monde, et Cheikh Baye et les autres détenus. L'esclavage, c'est les Soninké. Oui, et l'esclavage aussi, c'est les Peuls. Et même un peu chez les Wolofs. Parce que je suis de Rosso. Mais nous, à IRA, on fait bien la part des choses. On ne donne pas de faux diagnostics. Chez la communauté arabo-berbère, l'esclavage est encore très vivant en tant que pratique, l'esclavage domestique par ascendance. Des gens qui travaillent, qui triment sans repos, sans salaire, sans soins, qui ne peuvent pas obtenir une éducation, qui ne peuvent pas aller à l'école et rarement peuvent même obtenir des pièces d'état civil, et qui sont maltraités, qui sont affamés, qui subissent des travaux forcés et qui sont violés parfois
souvent même. Bon, ça existe, mais d'autres esclavages aussi existent au sein de la communauté arabo-berbère. C'est l'esclavage foncier, par exemple, mais aussi l'esclavage sociétal, mental, idéologique. Les discriminations matrimoniales, les discriminations dans l'espace. La seule discrimination qui ne me choque pas, pour moi, et je ne pense pas qu'elle relève de l'esclavage, c'est que quand moi je meurs, on m'enterre auprès de Da Abe, mon père, et ma mère m'enterre. Mais pourquoi on m'amène chez mes maîtres m'enterrer avec eux? Je vois beaucoup de nos contradicteurs, nous, parmi les morts, ils disent, vous ne parlez pas de l'esclavage soninké, Pel, parce que ces gens n'enterrent pas les morts esclaves à côté des morts. Non. Mais chez nous aussi. Chez nous, la famille de mes maîtres, quand ils enterrent leur... C'est pas là où je vais être enterré. Moi, je vais être enterré à côté de mon père, à côté de ma mère. Mais si je suis discriminé, réduit en esclavage toute une vie, mais à quoi ça me sert de côtoyer mon maître dans la tombe? C'est une absurdité. C'est des gens qui n'ont pas d'argument, qui essayent de parler. Mais chez nous, à Rosso, à Jedroum, chaque famille a ses propres cimetières. Chaque famille s'enterre à côté. Voilà. De génération en génération. Mais pourquoi on veut que les Soninké, non, quand un esclave Soninké meurt ici, non, on ne l'enterre pas ici à côté de son père, non, on l'amène chez son maître, on l'enterre. Et on dit, parce que les Soninké sont esclaves, et ça c'est absurde. Mais je pense que les Soninké ont une mentalité esclavagiste en béton. Et je recuse l'engagement d'un Soninké ou l'engagement d'un Peul ou l'engagement d'un Wolof, et je les connais. Ils s'engagent contre l'esclavage que nous dénonçons chez les morts. Et l'esclavage que nous dénonçons quotidiennement, l'esclavage domestique. Et de l'autre côté, ils sont pour l'esclavage matrimonial, pour l'esclavage foncier, pour l'esclavage mental et sociétal et idéologique. Mais moi je dis que je n'ai pas besoin de l'engagement de ce genre de personnes contre l'esclavage domestique. Parce que ce n'est pas un engagement. C'est une leurre, c'est un mensonge, c'est une hypocrisie et c'est un opportunisme. Et je pense que la guerre qui est menée contre l'esclavage domestique, elle doit être l'esclavage domestique qui prive les gens de leur repos, de leurs études, de leur paix d'état civil, de leur liberté, de leur corps. L'engagement implacable contre cet esclavage doit être aussi déterminé, implacable contre l'autre esclavage, dont les détenteurs, les teneurs, dont les promoteurs veulent dire qu'il n'est pas un esclavage. Lorsque nous étions dans l'IFD, par exemple. Mais je n'accepte pas aussi que mes compatriotes morts esclavagistes font l'amalgame. Non, même chez nous, il y a un esclavage, mais nous, on aime nos esclaves. On dort avec nos esclaves. Mais quel intérêt? Comment aimer un esclave? Si tu l'aimes, il n'est pas ton esclave. S'il est ton esclave, tu ne l'aimes pas. Quel amour! Donc il y a des amalgames, les esclavagistes négro-mauritaniens et les esclavagistes morts, chacun a un amalgame. Et chacun veut bien s'exprimer contre l'esclavagisme de son vis-à-vis, tout en mettant leur esclavage, eux, en l'humanisant, en essayant de... Mais aucun esclavage n'est humain. Combattez-le au Soninké, chez les Soninké, chez les Peuls, chez les Wolofs, partout. L'esclavage doit être traqué
combattu et on ne doit pas avoir un compromis, une compromission, une trêve avec ceux qui promettent l'esclavage domestique, mais encore moins avec ceux qui promettent l'esclavage mental. Bon, concernant le soutien international, moi je vous dis tout de suite que vous ne pouvez pas compter sur la communauté internationale pour gagner des batailles nationales, de libération nationale, de démocratisation nationale. La communauté internationale, les États occidentaux, elles fonctionnent avec les rapports de force. Créons un rapport de force à l'intérieur de la Mauritanie. C'est ce rapport de force que l'Irak essaye de créer, de développer. C'est cet embryon de rapport de force que nous, on a créé parce que nous, on a gêné les gouvernements occidentaux parce que nous menons des actions sur le terrain. Des actions que le gouvernement ne peut pas se cacher de réprimer. Et quand le gouvernement les réprime, notre cause devient la cause de beaucoup d'institutions internationales non gouvernementales, devient la cause d'une certaine opinion qui traverse tous les continents. L'opinion des droits de l'homme, l'opinion des libertés, l'opinion contre l'esclavage, contre l'injustice, contre le racisme. Et c'est comme ça que les gouvernements sont obligés, à travers les questions qui fusent dans leur parlement, dans le parlement français, le parlement américain, anglais, canadien, des questions fusent de plusieurs députés, des élus du peuple qui sont sensibilisés par des défenseurs des droits de l'homme, français, des organisations françaises, des organisations canadiennes, anglaises, qui sensibilisent les élus. Et les élus sont obligés d'interpeller les gouvernements. Et les gouvernements sont obligés de répondre parce qu'ils sont des gens élus à travers des valeurs de respect de la dignité humaine, de respect des droits de l'homme. Donc, c'est ce soutien que nous avons eu, mais il est loin d'être suffisant. Il est très très loin d'être suffisant. Donc, pour renforcer ce soutien, pour le développer, pour faire de lui ce que nous voulons, on veut l'isolement total du gouvernement, du système mauritanien, jusqu'à ce que ce système se repentisse et se prosterne devant le droit international, devant la loi, devant la vérité. Donc, je vous invite à faire beaucoup d'efforts, à s'unir d'abord, renforcer l'unité entre les différents mouvements, entre les différentes communautés, créer la confiance entre les communautés, créer un sentiment commun d'appartenance à un projet de société, un projet de libération, un projet d'état de droit qui engage tout le monde et dans lequel tout le monde trouve leur compte. Sans sectarisme donc. C'est avec ça, d'abord, le premier levier, c'est d'unir toutes les forces, sans distinction d'ethnie, ni de parti politique, ni d'ONG, et ensuite passer à des actions communes. Et je voudrais bien que ces actions commencent très tôt, et j'espère, comme l'a demandé Demba Ndiaye, que INAL 2017 sera une occasion dans laquelle on va mettre à l'épreuve notre capacité à s'unir, à se tenir, à se souder, à partir ensemble, à prendre d'assaut une citadelle dans laquelle personne ne peut trouver son compte. Tant que la citadelle est ainsi faite, tant que le parti des militaires distribue les divisions, quand nous sommes des secteurs, des compartiments distincts, tenus comme ça, comme des chaînes de faïence, le système va toujours prospérer et prospère contre nous tous. Ouais. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, on continue. Diallo Djibril. Djibril. Djibril Diallo.
Tu lui passes le micro. Diallo, tu m'as donné le papier. Sibiel Diallo. Allô, salam alaikum wa rahmatullah. Sibiel. Je salue le monsieur le président du pays. On a une question à te poser. Je voulais savoir, comme les partis Kapetissa qui a demandé pour qu'ils soient reconnus, alors, qu'ils ont reconnu un parti, Daoud, les partis, je pense que c'est les pays extrémistes, Kékira, et on est à reconnu ces partis. Et pourquoi on a eu Très bien. Merci beaucoup. Merci. Yaya Mabi. Non. Yaya Kéou. Ah, c'est Yaya Mabi. Yaya Mabi. Donc, c'est Yaya Mabi. Ibrahim Ali. merci. Merci. Bon, moi, comme je dis la liste là, oh là là, je crois qu'on ne s'est passé la liste ici, donc je vais faire économie de temps. J'avais trois petites questions à poser, mais je crois que je vais en poser juste une. Merci. Bon, au passage quand même, bon, bienvenue. Bon, moi, la question que je voudrais poser, c'est par rapport à la position de l'Iran sur le génocide biométrique aujourd'hui en Mauritanie. Le génocide biométrique en Mauritanie. Vous savez qu'on parle de génocide voilà, des années 86 à 93. Aujourd'hui, ce qu'on vit en Mauritanie, c'est vraiment un génocide biométrique. Quelle est la position de l'Iran? Très bien. Merci. Merci beaucoup, M. Diab. Cher Dien. Bonjour tout le monde. D'abord, mon frère, mon ami, sois le bienvenu. On est content de te revoir. Donc, ce que je voulais dire, c'est que moi, je vais finir par là où Bilam avait commencé par là où Bilam avait fini tout à l'heure. C'est l'unité d'action. Moi, je dis que on peut ne pas être d'accord sur tout, mais on peut être d'accord sur quelque chose. L'esclavage, on doit être tous d'accord sur l'esclavage et les plans d'action. On doit être d'accord sur le racisme qu'il y a en Mauritanie et faire des actions en commun. Donc moi, ce que je dis, c'est que sur le terrain, on voit qu'il y a beaucoup de monde ici. On remercie les gens d'être venus. Mais ce qu'on demande aux gens aussi, c'est de sortir pendant que nous faisons des sit-ins. Nous faisons 2 sit-ins par mois, camarades. Camarades, chers frères. Vous ne pouvez même pas nous donner une seule journée par mois pour venir nous soutenir pendant les sit-ins. Mais on est où la conviction? On est où la conviction? Donc moi, c'est ça que je dis. Je dis que par rapport à des actions ponctuelles, on peut s'unir. L'esclavage doit nous unir et le racisme doit nous unir. Et je vous remercie. Merci beaucoup, camarade Cher Dien. Youssouf Si. Juste avant que tu me poses la question, pour ceux qui sont derrière là, s'il vous plaît, parce que ça descend fort ici, on n'entend pas du tout. S'il vous plaît, voilà, pour ceux qui veulent vraiment parler, ils n'ont qu'à sortir dehors et puis voilà, pour ne pas déranger la tranquillité. Je vous remercie. Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour à tous. Je me nomme Youssouf Si. J'avais 3 questions à poser, mais une question a été posée, c'est par rapport à l'esclavagisme entre les Peuls et les Soninké. Ça, c'est quelque chose qui est très très important, parce que nous, les Soninké ou les Peuls, ils ne rigolent pas avec ça. Ils peuvent même te tuer pour ça. Ils peuvent même aller chez le marabout pour te marabouter pour ça. Je te le jure. Par exemple, tu es avec une fille, son père te prend en compte son fils. Mais le jour que tu viens demander de la main de la fille, il te traite en collé ou en machiné ou en truc comme ça. Ça, nous tous, on le connaît. On est là dans le salon, peut-être entre nous-mêmes, il y a certains qui se disent, moi je suis Voré ou je suis Torodo. Vous voyez, quand ils sont dans leur salon entre eux, et entre manger leur banane et leur yaourt, c'est ça qu'ils disent entre eux. Mais dehors, ils disent mon fils, mon frère. C'est pas gentil. Merci. Aussi la vérité. Donc ça, c'est question 1. Très bien. Deuxième question, M. Biram, vous étiez en prison.
Monsieur Biram, vous étiez en prison. On aimerait bien que vous nous expliquiez un petit peu comment ça a été en prison. Comment ils vous ont traité dans les prisons. Si ça ne vous dérange pas, vous nous donnez un peu de détails, on aimerait un peu savoir. Voilà, c'était ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Bon, par rapport à la question de Djibril Diallo concernant, il a dit que le parti le plus extrémiste a été reconnu, le parti d'un certain Daoud, et que c'est un parti plus extrémiste que l'Iran. Bon, d'abord, je ne suis pas d'accord que l'Iran est extrémiste. Et je considère que rien ne peut soutenir le point de vue que l'Iran est extrémiste. Parce que l'Iran et l'organisation, l'Iran et son président sont les militants des droits de l'homme et l'organisation les plus primées des deux sous-régions maghrébines et ouest-africaines. Et les distinctions par lesquelles on nous a primés sont des distinctions que ne peut obtenir qu'une organisation conforme à la légalité internationale. Et parmi les critères de la légalité internationale, du point de vue du droit onusien, droit international, c'est la lutte non violente. Mais aussi c'est le discours qui est dénué de toute dérive ethniciste, de toute dérive sectaire, de toute dérive qui ignore la loi. Il faut savoir que l'Iran a obtenu le prix des Nations Unies des droits de l'homme, que Amnesty International, que vous connaissez tous, et la Croix-Rouge, que vous connaissez tous, ont obtenu après 75 ans d'existence pour Amnesty et après 100 années d'existence pour la Croix-Rouge. Mais l'Iran l'a obtenu en 5 ans. Bon, le fait de parler de l'extrémisme de l'Iran, ça c'est l'un des points d'appui du discours du système mauritanien, notamment des services généraux, des renseignements généraux mauritaniens, mais ça n'a jamais fait mouche, ça n'a jamais pu convaincre aucune partie dans le monde. Et vous dites le parti le plus extrémiste d'un certain Daoud, mais qui est-il Daoud pour être extrémiste ou non? Ça aussi c'est un faux débat. C'est un appât que les services de renseignement mauritaniens, que l'Adaï vous a lancé. Et tous les gens se jettent sur ce morceau de viande. Mais le raciste c'est Aziz. Le gouvernement raciste c'est Aziz, c'est autour d'Aziz, c'est les gens qui ont tué à Inan, à Woti, à Sorimane, qui ont tué à Rosso, à Noche, c'est pas les racistes. Pourquoi vous cherchez quelqu'un d'autre? Pourquoi on vous détourne? Pourquoi on vous dévie? Pourquoi on vous sonne? Pourquoi on vous aveugle? Mais ressaisissez-vous. Et qui est-il Daoud pour être raciste ou pour être extrémiste? Daoud c'est un petit auxiliaire des services de renseignement qu'Aziz et Oulmeguet ont appelé, on lui a dit va faire un parti. Lui, il cherche de quoi manger, comme tous les autres. Il ne fait rien. Ben, son racisme, ça ne dérange nulle part. Son racisme ne tue pas. Ce qui tue, c'est le racisme des officiers qui détiennent l'État mauritanien. C'est ça le racisme qui tue. Et je vois des Mauritaniens et des militants qui se disent vraiment
bien averti, qui fuse de colère. Pourquoi on a autorisé ce parti? Mais pourquoi on a autorisé l'IPR? Il est pire, il est creusé du racisme. Il faut d'abord s'opposer à la création de l'IPR. Moi, je ne parle jamais de Daoud. Qu'est-ce qu'il est pour que je parle de lui? Mais je parle des gens qui ont les mains entachées de sang, qui ont égorgé des gens, qui ont écartelé des gens, qui ont pendu des gens, qui ont passé les gens par les armes. Et ils ont le pouvoir pour le faire, ils ont l'État pour le faire. Ils ont l'argent de l'État, les symboles de l'État. Ils ont tous les corps, les différents corps civils et militaires de l'État, les corps financiers de l'État. Ils l'utilisent. Moi, je m'oppose à l'État. L'État raciste, les partis racistes, les personnes racistes. Mais qui protègent ceux qui ont tué, qui protègent ceux qui pratiquent l'esclavage, qui protègent les voleurs, les pilleurs. Ce Daoud, que je ne connais pas, mais je l'ai connu après mon arrestation. Quelqu'un m'a demandé ici, c'est ton arrestation. Mon arrestation à Rosso, le 11 novembre 2014. Après 2 nuits de détention, je reçois la visite d'un officier supérieur mauritanien chargé des renseignements, un gendarme. Dey Oulbombo Liezi. En ce moment, les gens tâtonnent. Ils ne savent pas quel chef d'inculpation formuler contre moi. Ils m'ont dit d'abord, c'est une caravane non reconnue. Ça, c'est pas un crime. Moi, je suis un juriste. Ce n'est pas un crime, ni un délit, ni une infraction. Ils ont fait un petit document. Après, lui, il a déchiré, il a dit non, c'est pas ça. C'est le fait vraiment que tu dis des mots très durs à l'égard des imams, des érudits, comme Moul Habib al-Rahman. Et je lui ai dit, vas-y, faites ça. Et je lui ai dit, il faut encore déterrer le dossier de l'incinération des livres. Il n'est pas encore vidé, parce qu'on m'a libéré sous liberté provisoire. Donc, amenez encore ce dossier. On va prendre tous les dossiers ensemble, on va les vider. Je lui ai dit, je suis très content que vous allez maintenant avoir l'occasion de mettre le dossier de l'incinération. On va le rejuger. Il a réfléchi beaucoup, il est parti, il a téléphoné pendant une nuit et une journée, il est revenu. Il m'a dit non, ce dossier non, ton problème avec les érudits, ça ne nous concerne pas. Non, non. Et l'incinération des livres, c'est entre toi et Dieu. Nous, ça ne nous concerne pas. Je lui ai dit, c'est pas entre moi et Dieu, c'est entre moi et vous. Parce que ce ne sont pas les livres de Dieu, c'est vos livres, ce n'est pas les livres de Dieu. Il m'a dit en tout cas non. Après, le lendemain, le matin de bonne heure, il m'a fait transporter dans la demeure du commandant de la gendarmerie qui est à Rosso. Ils sont venus me transporter là-bas, seul. Après, il m'a dit, tu sais pourquoi on t'a arrêté? J'ai dit, ça ne m'intéresse pas de le savoir. Ce qui m'intéresse, c'est que les choses doivent suivre leur cours. Il m'a dit, non, mais je vais te le dire. Nous sommes obligés de t'arrêter parce que maintenant, il y a Ira mort blanc qui existe. Et puisqu'il y a Ira mort blanc, il y a danger de guerre civile. Et bon, donc je lui ai dit, et la solution c'est d'arrêter Ira Haratin et de laisser mort blanc. Il m'a dit, il a dit, moi je reçois les ordres. Et tu sais, Ira mort blanc, ça devient dangereux. Il m'a dit parce que il y a un jeune qui s'appelle Daoud Ahmed Aïcher qui va faire un parti. Et qui va, nous, on va refuser même ce parti. On va refuser. On va refuser, comme on a refusé à Irak. Je lui ai dit, pour que Ahmed Aïcher, que tu dis, hey Irak, il faut qu'il ait d'abord une cause juste, comme la cause de l'esclavage et du racisme comme moi je dis. Quelle est sa cause? Juste.
Deuxièmement, il faut qu'il soit capable de résister à la corruption, aux emprisonnements et à la peur. Est-ce que lui, il est doté de ce courage, de cet engagement, de cet esprit de sacrifice? Il faut aussi que sa cause soit adoptée, soutenue par des gens qui ne sont pas envoyés par l'État, des gens comme les gens de Irak qui viennent soutenir au péril de leur vie, au risque de leur bourse. Et que ce ne soit pas des gens comme les partis de l'État pour lesquels l'État démarche des gens pour adhérer. Et je lui ai dit, il faut encore qu'il soit doté d'une couverture de soutien et de reconnaissance internationale. Irak, ce n'est pas facile de la créer. Il faut d'abord la créer à travers une cause, à travers des gens qui croient à la cause, qui se sacrifient pour la cause. Voilà. Et c'est là-bas que j'ai compris, eux, ils avaient adopté un système. Ils ont dit, on va dire à Daoud de parler et de dire des mots racistes. Et on va dire à la communauté internationale, pourquoi on a refusé de reconnaître l'Irak? Parce qu'on a refusé aussi de reconnaître les racistes. Beidan, c'est Daoud. Et maintenant, on est quitte, on a refusé tout le monde, nous sommes justes. C'est ça qu'il voulait faire. Mais cette stratégie n'a pas marché. Et lui, il s'est senti floué. Lui-même, Daoud el-Ahmadash, il a dit à quelqu'un, au mois d'août passé, il a dit à quelqu'un au Maroc, que lui, il a été traîné dans la boue par Aziz, qu'Aziz l'a reçu, et lui a dit d'aller créer le parti. Et lorsqu'il a créé le parti, qu'Aziz a refusé le parti, alors que lui, il est déjà devenu l'ennemi des Haratines, l'ennemi des Noirs, alors qu'il a dit que c'est Aziz qui m'a dit ça, et il m'a lâché. Maintenant, il ne me reçoit plus. Mais ils ont changé d'avis il n'y a pas longtemps, pour le rappeler et lui donner le récépissé, alors qu'ils avaient refusé. Et c'est eux qui lui avaient dit d'aller. Je ne sais pas qu'est-ce qui se profile derrière cette manœuvre. Tout ce que je vous dis, que c'est une erreur monumentale et c'est une part belle faite au pouvoir d'Aziz de voir un raciste dans le pays qui n'est pas lui et ses acolytes. Il ne faut pas identifier le racisme et l'esclavagisme sauf aux gens qui sont là. Lui, Aziz et ses amis qui ont tué, qui ont assassiné, qui ont exécuté, qui ont déporté et qui protègent les esclavagistes. C'est à eux seuls qu'incombe cette responsabilité. C'est à eux seuls qui doivent être imputés ce crime. Il ne faut pas l'imputer à des terriféraires, à des fusibles, à des gens, des ballons d'essai, comme le Daoud que l'État jette en pâture aux gens en contrepartie de subsides qu'elle leur donne à travers, en dessous de la table. Bon, Cheikh Dieng a dit quelque chose. Il faut être cohérent dans la vie. Moi, je suis très content, mais j'ai peur que ça flatte aussi mon ego, mon amour propre. Quand je viens, il y a beaucoup de gens qui viennent. C'est bon, mais c'est dangereux. Mais, quand on vient voir Biram, quand il vient, il faut venir au sitting. Je remercie le comité de soutien aux détenus d'Alep et aux autres qui font soutien des sittings 2 fois par semaine ou une fois par 2 semaines. Mais je regrette que vous autres, je n'accepte pas que vous autres, vous ne venez pas dans ces sites. Hein? Ceux qui ne sont pas informés ne sont pas concernés. Bon, il faut régler cette contradiction, cette incohérence. Il faut la régler. Il faut la régler pour le bien de la lutte, pour le bien de l'objectif que nous visons. Je suis vraiment très révolté et contrarié par cette hypocrisie ambiante qu'a décrit le jeune Youssouf Sy
Ah oui, j'étais sauté. Je reviens à toi. Tu as raison. Quand il décrit ici, malheureusement, un trait de caractère ignoble. Un père de famille respectable reçoit un garçon comme son fils. Et dès que ce garçon prétend un peu à l'égalité, il le voue aux gémonies. Et c'est indigne. Mais il trompe qui ces gens? Même s'il trompe les gens, il ne peut pas tromper Dieu. Dieu est présent. Mais il faut penser aux injustices que vous subissez. Mais quelqu'un qui n'adhère pas à l'égalité entre les hommes, il n'a pas besoin de dire qu'il y adhère, alors il triche en bas. Dis que toi, il faut être digne. En tout cas, il y a des esclavagistes qui sont dignes. Nous ne sommes pas égaux avec les esclaves, nous ne sommes pas égaux avec les forgerons. Non, nous sommes là-bas, ils sont là-bas. Ça, il y a certains qui le disent. Pour moi, ça, ces gens-là, je les respecte. Mais ce que je ne peux pas respecter, c'est les gens qui affichent et disent quelque chose auquel ils ne croient pas. Ils ont un double jeu, un double langage, un double discours, une double position. C'est ignoble. En tout cas, moi, si je découvre quelqu'un comme ça, moi, avec moi, c'est fini. En tout cas, moi, je ne vais pas dans le champ. Parce que je ne peux rien espérer de lui. En tout cas, l'esclavage qui le dit haut et fort, ça, je peux espérer qu'un jour, il va changer. Parce que lui, ce qu'il dit, il le dit. Bon, les génocides biométriques, oui, moi, je vois que la manipulation de l'état civil mauritanien par ce groupe, toujours, de suzerains militaires égarés qui ont pris l'État en otage, et ils veulent toujours reproduire une légitimité artificielle en désignant les communautés noires au Khratin à la vindicte de la communauté arabo-berbère, en insufflant à la communauté arabo-berbère une peur inexistante et artificielle. Ces gens encore essayent toujours de reproduire une majorité artificielle à travers la manipulation du fichier civil, et c'est bien un génocide biométrique parce que j'en connais quelque chose. Mon entourage, ma communauté à Jidr el-Mahkim, au PK, on n'arrive pas à s'inscrire. On n'arrive pas à inscrire les gens. Alors qu'on voit à côté de nous des familles, parmi nos frères arabo-berbères, qui sont inscrits rapidement. Je ne les trouve même pas. S'il vous plaît, monsieur, par respect, on demande la parole. Merci. Je vois, et même si je viens, j'ai tenté de voir, d'examiner, je viens dans les centres d'inscription, et curieusement, je vois que les noirs dans la queue. Et je connais un cousin à moi qui vit avec un cheikh, un marabout, un chef. Lui, il a étudié avec ce marabout, il est avec ce marabout. Il est son disciple, son père est le disciple du père du marabout. Ça se transmet de père en fils. Et lui, nous là-bas à Nouakchott, l'état civil est à la porte de notre maison, on n'arrive pas à s'inscrire, à inscrire des gens. Lui, il vient, il prend les papiers des gens qui sont chez nous, qui ne peuvent pas s'inscrire. Il part chez les cheikhs et en 2 jours, il nous amène l'inscription. Et moi, je lui dis pourquoi? Il dit non, le cheikh, il part à l'état civil, il amène 1000 inscriptions. Mais toi, c'est grave. Ça existe. Et si quelqu'un vient parmi vous là-bas, j'appelle mon cousin, il va l'inscrire. Mais moi, je ne peux pas l'inscrire. Ah oui, c'est vrai. Incroyable. Merci beaucoup, monsieur le Président. Donc, alors, je vais quand même rappeler qu'il nous reste juste, alors, 40 minutes plus tôt.